Cette émission est une production de Radio-VM Montréal. Partenaire à votre santé avec Dominique Lortie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Partenaire à votre santé. Une série d'entretiens avec différents acteurs du monde de la santé qui mettra en lumière le mouvement du patient partenaire. Est-il possible de parler de la science du partenariat patient? Peut-on en prouver la valeur, l'efficacité? Voilà toute une question. Et pour tenter de lui trouver une réponse, je m'entretiendrai aujourd'hui avec le Dr Antoine Boivin, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public. Antoine Boivin est professeur agrégé au département de médecine familiale de l'Université de Montréal et chercheur régulier au centre de recherche du CHUM. Suite à sa formation médicale au Canada, il a complété une maîtrise et un PhD en recherche sur les services de santé au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Ses travaux de recherche portent sur l'engagement des patients et du public dans les soins communautaires de proximité, l'organisation des services, les politiques publiques et la recherche. Il a notamment dirigé le premier essai randomisé sur l'engagement des patients dans l'élaboration des priorités en santé. Il est co-directeur de la stratégie de recherche en partenariat avec les patients et le public de l'unité Soutien SRAP Québec et cofondateur du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Docteur Boivin, bonjour. Bonjour, Dominique. Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Radio-VM. Docteur Boivin, vous êtes né à l'île d'Orléans à la fin des années 60. 70. Ah, 70! Ouais, je suis pas si vieux que ça. Oh non, c'était là! Oh, quelle erreur monumentale! Bon, mais mon Dieu, vous avez tellement de bagages déjà qu'on a l'impression. Et quelle sagesse en plus. Et vous avez fait du patient partenaire ou partenariat patient en médecine votre principal champ d'intérêt. La médecine étant d'abord un art, elle n'en demeure pas moins une science qui doit en grande partie sa crédibilité à la preuve. Vous devez donc, afin de faire valoir les bienfaits thérapeutiques du partenariat patient et ainsi lui rendre justice, tenter de faire la démonstration de cette preuve. Et preuve sans laquelle, pour le meilleur ou pour le pire, le gros bon sens humain, ce bon sens qui tente de donner voix aux patients en tant qu'acteur de ses propres soins, mais aussi en tant qu'être utile à la recherche, à la société en général, et ce, grâce à son expérience vécue avec la maladie. Sans cette preuve, il serait donc plus difficile pour la société de reconnaître le partenariat patient et ses bienfaits à sa juste valeur. Ceci dit, Dr Boivin, je n'irai pas par 4 chemins et je vous pose directement la question à 1 million. Le partenariat patient est-il, d'après vous, une science? Merci, Dominique. C'est une super introduction parce que quand vous parlez de la crédibilité, c'est sûr, ça a été une de mes motivations, en fait, de m'engager dans un parcours scientifique autour de l'engagement des patients. Pas tant pour en démontrer la valeur auprès du public ou des patients qui, je pense, par leur expérience, il y a quelque chose d'intuitif puis de naturel, mais surtout auprès de mes collègues, en fait, parce que, comme vous dites, la science, la médecine est beaucoup ancrée sur la science, la question de la crédibilité, etc. Puis, donc, une des raisons pour lesquelles je me suis engagé dans un parcours scientifique là-dessus, c'était pour voir, est-ce que j'avais beaucoup de collègues qui disaient, ah ouais, c'est une bonne idée, mais bon, c'est un peu comme la tarte aux pommes, comment on peut être contre la vertu, mais est-ce qu'on est capable de démontrer aussi que ça a un impact concret sur l'amélioration de la santé, la transformation des services, des politiques publiques, etc. Oui. Mais bon, j'ai tourné autour de votre question. Est-ce que c'est une science? Oui, c'est une science de plus en plus présente. Dans les derniers 10 ans, le nombre de publications scientifiques sur l'engagement des patients a triplé. Il y a plus de 1000 publications scientifiques par année dans le monde sur l'engagement des patients. Donc, c'est une science qui est florissante. Mais comme vous disiez, par rapport à la médecine, ce n'est pas qu'une science. L'engagement des patients, c'est aussi un art. C'est une façon d'être en relation. Puis, je dirais, la raison pour laquelle moi-même, dans ma pratique médicale comme médecin, je travaille avec mes patients, c'est pas parce qu'un beau matin, j'ai lu un article scientifique puis on m'a
m'a dit « Ah, c'est la façon la plus efficace de pratiquer la médecine ». Ça fait juste partie de ma personnalité, de mon style de pratique. Des fois, j'utilise la métaphore, je sais que vous faites de la musique. Oui. Là, il y a des différences entre un musicien jazz ou un pianiste soliste. Ben, un n'est pas nécessairement un meilleur musicien, mais ils ont deux façons très différentes de pratiquer leur art. Puis moi, par ma personnalité, je suis quelqu'un qui entre en relation avec les autres. Donc, je fais de la musique avec le public, je fais de la médecine avec les patients, je fais de la recherche aussi avec les patients et les citoyens. Mais c'est juste ma façon d'être. J'ai des collègues qui sont des virtuoses de la pratique solo de la médecine, qui sont des grands chirurgiens avec une prouesse technique, technologique, etc., mais qui vont entrer en relation avec des patients qui sont endormis. Ça fait pas partie de leur pratique. Puis c'est correct, il y a une place pour ça dans la pratique médicale, mais c'est sûr que, bon, quand on a notre métier, par exemple, c'est médecin de famille ou psychiatre, ben, on peut pas passer à côté de la relation. Non, quelle comparaison intéressante avec la musique. D'ailleurs, vous êtes guitariste vous-même. Oui. Alors, enfin, je joue de la guitare. Je peux pas dire que je suis guitariste, mais... Ah oui, quand même. Oui. Alors, écoutez, et alors pour en venir à cette preuve, quel sens ça doit être compliqué quand même d'arriver à prouver quelque chose d'aussi humain et d'aussi variable, suivant les cas, suivant la pratique, comme vous dites. Ben, c'est un domaine qui est extrêmement complexe puis super riche parce que la question de l'engagement des patients, on peut l'aborder avec vraiment différentes lunettes. Puis moi, c'est quelque chose qui me passionne dans le domaine de l'engagement des patients, c'est qu'il y a des gens qui viennent du domaine des sciences sociales, de l'éthique, du design, des politiques publiques, etc., de la philosophie, qui ont posé des questions sur l'engagement des patients. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi on en parle? Etc. Donc, c'est un domaine scientifique qui est extrêmement diversifié, puis qui donne lieu à des conversations, pour moi, qui sont vraiment passionnantes, mais qui parfois sont aussi, on est dans les disciplines scientifiques, on a tendance à travailler chacun de notre côté, donc les connaissances ont tendance à être un petit peu fragmentaires, puis des fois c'est les patients eux-mêmes en fait qui nous aident à faire les liens entre les disciplines, puis à rassembler les scientifiques dans le domaine autour de ces questions-là. Mais vous devez quand même passer par des étapes bien précises pour pouvoir démontrer quelque chose, faire la preuve, 1 plus 1 égale 2. Voilà. Exactement. Bon, c'est ça. Donc, si je peux vous donner, dans le fond, on applique le même type de démarche scientifique que dans n'importe quel autre domaine. La science, au fond, c'est générer des hypothèses et les tester dans la réalité. Si je peux vous donner des exemples concrets, bon, vous avez parlé d'une des études qu'on a fait quand j'étais aux études, évaluer l'impact d'engager des patients dans l'élaboration des priorités de santé. Donc, ce qu'on a utilisé comme méthode, c'est qu'on a identifié 4 différentes villes et villages dans une région, la Abitibi-Témiscamingue, où je pratiquais. Puis, on a réparti au hasard certains des territoires où on allait élaborer des priorités de santé avec les patients et les membres de la communauté, et d'autres territoires, nos territoires dits contrôle, où on allait établir des priorités juste entre les professionnels de la santé, les médecins, les gestionnaires, etc. Puis on a comparé, est-ce que avoir des patients et des membres de la population autour de la table, est-ce que ça change les priorités? Est-ce qu'on est capable de s'entendre sur des priorités communes? Est-ce que si on applique ces priorités-là, est-ce que les professionnels et les gestionnaires ne voudront pas les mettre en action parce qu'ils vont juger que c'est irréaliste ou etc. Puis est-ce que ça coûte, est-ce que ça prend plus de temps à s'entendre? Est-ce que ça coûte davantage, etc.? Donc ça, c'est le type de truc qu'on a fait. Nous venons d'entendre un extrait de l'étude en mi mineur pour guitare de Francisco Tárrega.
Je suis de retour avec le Dr Antoine Boivin, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public. Antoine Boivin, nous tâchons de faire du partenariat patient une science. Une science qui, comme toute science dure, doit être reconnue comme telle par la preuve, et ce, jusqu'à preuve du contraire, vous venez de nous le dire. Mais, de par sa nature profondément humaine, le partenariat patient ne diffère-t-il pas de ces autres sciences exactes? Serait-il plus qu'une science? Pourrait-on dire du partenariat patient qu'il est une science à valeur ajoutée? Absolument, c'est une très bonne question. En fait, l'engagement des patients percole, en fait, c'est pas simplement un objet de recherche, mais c'est quelque chose qui transforme la science elle-même. Puis, de plus en plus, on le voit au Québec, au Canada, à l'international. Je vous dirais, dans les années 70-80, quand on parlait d'engagement des patients, on parlait surtout de l'engagement des patients dans leurs propres soins. Le consentement éclairé, avoir pouvoir la prise de décision partagée, etc. Après, on s'est mis à dire, bon ben oui, les patients aussi devraient avoir un rôle dans établir c'est quoi les critères de qualité, dans juger de la qualité des soins, par exemple les sondages de satisfaction, d'expérience, etc. Puis depuis une vingtaine d'années, en fait, il y a beaucoup plus de patients qui sont impliqués dans la science elle-même, dans la science médicale aussi, dans la recherche, qui sont intégrés comme chercheurs dans les équipes de recherche en santé pour faire de la recherche, pour établir les priorités de recherche, pour mener la recherche. Donc, on a des patients qui mènent les entrevues auprès d'autres patients, qui participent à l'analyse, l'interprétation, à la communication de la science aussi. Au CRCHUM, au Centre de recherche du CHUM, on a un patient, Alexandre Grégoire, qui anime depuis un peu plus qu'un an des activités de communication scientifique. Donc, on a des patients avec des chercheurs qui communiquent auprès du grand public des résultats scientifiques. Puis, on a aussi dans l'évaluation de la qualité de la science. Donc, on a des grands journaux médicaux comme, par exemple, le British Medical Journal au Royaume-Uni qui, depuis plusieurs années maintenant, ont intégré des patients dans le processus de révision par les pairs. Donc, quand un article scientifique est soumis pour publication, il y a toujours des chercheurs qui évaluent la qualité, la rigueur de l'article. Mais là, depuis quelques années, on a des patients aussi autour qui posent des questions plus de nature de dire, ben, est-ce qu'on a posé une question qui était importante? Est-ce que les mesures de résultats étaient significatives aux yeux des patients? Parce que, par exemple, on a des médicaments dont on évalue l'efficacité sur des résultats de laboratoire qui changent absolument rien dans la vie des patients. Mais en intégrant des patients dans l'évaluation de la science, on va nous dire, ben regardez, là, les avantages et les inconvénients de cette médication-là qui va peut-être baisser mon sucre de 1, ben ça change rien si ça empire ma qualité de vie ou si ça n'a pas d'impact sur des complications qui ont de l'importance sur moi. Donc, les patients sont en train aussi de transformer la science médicale à l'extérieur comme au Québec. Donc, de plus en plus, vous avez évoqué tantôt mon rôle sur l'unité de soutien à la recherche axée sur le patient du Québec qui a été financée à environ 5 ans. Donc, on a maintenant des équipes de chercheurs et de patients qui soutiennent les équipes de recherche en santé pour intégrer des patients dans leurs équipes de recherche. Puis, on a maintenant plus d'une centaine de projets de recherche au Québec dans lesquels on a intégré des patients. Donc, c'est vraiment une transformation de la science elle-même. C'est extraordinaire, en fait, le travail que vous faites arriver. Et donc, tout ça, c'est relativement nouveau. Vous êtes au départ de quelque chose d'extraordinaire qui révolutionne. Donc, vous êtes obligé de vous baser, vous inventez tout, quoi. Vous devez réinventer d'une certaine façon. Tout. En même temps, je vous dirais, c'est nouveau dans la science médicale. Parce que dans le domaine des sciences sociales, il y a des traditions qui remontent des années 50, 60 de recherche, qu'on dise de la recherche-action ou la recherche participative avec la communauté, où on va travailler avec les membres de la communauté pour concevoir les projets de recherche, etc. Donc, je dirais, dans l'univers des sciences sociales, c'est quelque chose sur lequel on a des traditions plus anciennes, mais dans la science médicale, c'est relativement nouveau. On est dans des domaines très... les docteurs, etc., ont gardé beaucoup d'emprise, de pouvoir, puis ça se reflète aussi dans nos institutions. Donc, exemple, reconnaître
statut de chercheur dans un centre de recherche au Québec à un patient, ben là, c'est encore difficile. À formation scientifique égale, c'est possible pour un médecin d'avoir un statut de chercheur et détenir des fonds de recherche, alors que c'est impossible pour un patient qui aurait une maîtrise en recherche. Ah bon? Donc, il y a encore des choses à transformer au niveau structurel. Il est impossible, par exemple, à moins de certains concours très spécifiques pour des organisations de patients ou des organisations communautaires, de détenir des fonds de recherche, donc de prendre vraiment le leadership sur la recherche. Mais c'est des choses qui, tranquillement, sont en train de changer. Donc, c'est pas des transformations banales. Ça change aussi, évidemment. Il y a il y a de l'enthousiasme, il y a aussi de la résistance. Donc, on a des scientifiques qui vont dire, ben oui, mais si on intègre des patients, ça va affecter la qualité de la science, on va introduire toutes sortes de biais, les gens arrivent avec leurs conflits d'intérêts ou ils arrivent comme des militants, etc. Mais évidemment, c'est des inquiétudes qui sont légitimes, mais qui ne sont pas propres à l'engagement des patients en recherche. Si on a des médecins dans l'équipe de recherche, ben eux aussi peuvent être en conflit d'intérêts avec, mettons, certaines technologies dans lesquelles, je sais pas, moi, si je me mets à me partir une entreprise pour une nouvelle technologie, ben je vais vouloir un peu que les conclusions scientifiques aillent d'un côté ou de l'autre. Donc, ces enjeux-là de transparence, aussi, d'indépendance, etc., se posent aussi pour les patients, comme l'engagement des cliniciens, des décideurs, etc. Et en tant que médecin, lorsque vous êtes dans la pratique, d'avoir une patiente ou un patient accompagnateur ou qui travaille avec vous, pour vous, c'est un phénomène est-ce que vous sentez vraiment que ça vous aide dans votre pratique? Absolument. Ou est-ce que ça apporte un stress dans le sens que qu'est-ce que pour vous dans la pratique réelle? Ben, moi, dans mon parcours, ça fait presque ça va faire 20 ans, peut-être 15 ans dans le fond que je suis en pratique médicale autonome. Au début, l'engagement des patients, c'était l'engagement des patients dans leurs propres soins. Donc, c'était pour moi essayer qu'on prenne les décisions ensemble sur qu'est-ce qui est le meilleur traitement pour vous, quels sont les problèmes les plus importants pour vous. Après, tranquillement, j'ai bougé sur comment on peut engager les patients dans justement la recherche, l'élaboration des priorités, etc., l'organisation des services. Puis dernièrement, dans les dernières années, depuis 3-4 ans, je travaille avec une patiente, en fait, dans notre clinique médicale, Ghislaine Rouly, que vous avez déjà interviewée. Je vais, en fait... Ou que vous allez interviewer. Oui. Mais puis ça a profondément transformé ma façon de pratiquer la médecine parce que là, du coup, les patients deviennent des soignants à part entière et apportent pour moi un bagage de compétences, un regard sur les problématiques que vivent les patients qui est absolument complémentaire à ce que je peux apporter comme médecin. Nous venons d'entendre un extrait de Leyenda de Albéniz. Je suis de retour avec Dr Antoine Boivin, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public. Antoine Boivin, ce point de vue scientifique du partenariat patient et ces questions auxquelles vous tentez de répondre ne mettent-elles pas encore une autre question en avant? Une question à la fois énorme mais également très délicate. À la lumière de ce que vous venez de nous dire, peut-on aller jusqu'à se poser la question suivante? Le mouvement du partenariat patient dans le milieu de la santé pourrait-il, d'après vous, remettre en question la science elle-même? Mais en fait, avant de répondre à cette question, pouvez-vous donner d'autres exemples de résultats de recherche concret Oui. Un petit peu plus tôt, j'évoquais une étude où on a essayé d'évaluer, où on a évalué l'impact, dans le fond, de l'engagement des patients sur l'élaboration des priorités en santé. Donc, ce qu'on a démontré de façon assez solide, au fond, c'est, d'une part, que les patients et les professionnels ont des priorités complètement différentes. D'une part, on avait les professionnels d'un côté qui étaient surtout sensibilisés à la qualité technique des soins, utiliser la bonne pile,
vérifier avoir la bonne cible de tension artérielle, réduire les visites à l'urgence pour réduire les coûts de santé, etc. Alors que les patients, les membres de la communauté étaient très préoccupés par l'accès à un médecin de famille, par exemple, ou une équipe de première ligne. Aussi, la capacité de faire des liens avec la communauté, pas simplement avec les professionnels de santé, mais avec ce qui se passe dans la communauté. Comme par exemple, si quelqu'un a un cancer du sein, de pouvoir parler à quelqu'un d'autre qui a un cancer du sein. Exactement. Donc, on avait des gros écarts de priorité. Ce qu'on a observé, ce qu'on a démontré, c'est que quand on rassemble les professionnels et les patients autour d'une table, on les invite à discuter, on les anime pour ils sont capables d'arriver sur un consensus commun. Ce qu'on a observé, c'est un processus d'influence mutuelle entre les professionnels et les patients. Donc, les patients ont réussi à convaincre les professionnels de l'importance de l'accès. À l'époque, dans la région, on a fait ça prenait parfois jusqu'à 6 mois pour des gens pour avoir rendez-vous avec leur médecin de famille. Donc là, les professionnels ont vraiment pris conscience de l'importance du problème. Puis, à l'inverse, les professionnels ont transformé les opinions des patients, par exemple, sur l'importance du soutien à ce qu'on appelle l'autogestion des soins, donc habiliter le patient à jouer un rôle plus actif dans ses soins. Les patients qui étaient autour de la table n'étaient pas très familiers avec le concept, puis on dit « Ah oui, ça c'est une bonne idée ». Et donc, on a observé une hausse du niveau de consensus entre les priorités des patients et des professionnels d'environ 40%, sans avoir de diminution de l'intention des professionnels et des décideurs, les directeurs généraux des hôpitaux, d'utiliser ces priorités-là pour les mettre en action. Évidemment, ça a pris plus de temps s'entendre sur des priorités ensemble que quand on est juste entre professionnels de la santé. Mais on réussit à trouver des priorités qui ont plus d'importance aux yeux de la population. Donc, ça fonctionne. Quand on le fait bien. Donc, aussi, c'est une des choses qu'on a évaluées, c'est qu'on peut pas juste mettre les gens autour d'une table et dire, bon, entendez-vous, on avait de la préparation pour l'ensemble des participants, une animation professionnelle, des mécanismes de résolution de conflits, on avait un cadre politique, dans le fond, qui incitait les établissements à entrer là-dedans. Donc, il faut aussi mettre des conditions pour que ça fonctionne. Ça, c'est au niveau, disons, des établissements de santé. Au niveau plus individuel dans les soins, on a une vaste littérature maintenant sur quand on essaie d'engager les patients dans leurs propres soins, mais ça a des gros impacts sur la confiance que les gens ont envers la décision qu'ils ont prise, le fait de suivre le traitement ce qu'ils ont choisi, dans le fond, avec le professionnel, plutôt que le traitement qui leur a été prescrit par en haut, etc. Et le niveau de confort, etc. De confiance, surtout. Exactement. Parce qu'on voit tellement de gens maintenant qui ils vont voir un médecin, puis là, ils vont en voir 4. C'est comme faire une évaluation pour des rénovations. C'est ça. On se dit, ou bien je l'achète une voiture, bon, je vais voir s'ils disent tous la même chose, après ça, je choisirai la majorité, quoi. Il y en a 3 qui disent la même chose, d'autres autres. Ah bon, voilà. Ou bien 4 pilules jaunes, 2 pilules oranges. Moi, j'aime mieux les jaunes que les oranges. Voilà. Non, c'est ça. Donc, on a une science qui est solide derrière. Et à mon avis, le message important, c'est qu'on peut exploiter cette science-là. Parce qu'actuellement, c'est sûr que c'est très attirant, l'idée de dire « Ah, on implique des patients sur les comités, etc. » Ça paraît bien. Un établissement peut dire « Ah oui, regardez, on a des patients sur tous nos comités. » Mais il faut le faire bien pour que ça ait des impacts, que ça soit pas juste de la décoration, une plante verte sur un comité. Il faut le faire dans les règles de l'art. Et il y a une science derrière pour nous guider. Oui, ça c'est ça. Et alors au niveau des résultats concrets, est-ce que vous avez est-ce que vous avez vu vraiment des gens guérir de façon plus rapide ou de vraiment mieux vivre, de faire des progrès? Une des interventions d'engagement sur lesquelles je vous dirais on a le plus d'impact sur la santé elle-même, on parlait tantôt du soutien à l'autogestion, donc habiliter le patient à devenir un soignant pour lui-même. Là-dessus, on a des impacts assez spectaculaires sur la santé des gens. On réalise, en fait, une des statistiques qui m'a toujours frappé, c'est qu'au fond, au cours d'une année complète, un patient atteint d'une maladie chronique passe environ 15 heures par année avec des professionnels de la santé, 6 000 heures avec lui-même et ses proches. Donc, c'est sûr que si les soins ne reposent que sur les actions des professionnels, l'impact sur la santé est très minime. On aura beau prescrire le meilleur médicament, si on le prend pas ou si ça vient pas avec toutes sortes d'autres transformations dans les habitudes
habitudes de vie, etc., l'impact sur la santé est très minime. C'est pour ça maintenant qu'on parle beaucoup de la coproduction de la santé, donc de dire la santé, elle est coproduite par les patients, leurs proches, les membres de la communauté, avec les professionnels en appui. Et le patient, alors tout patient, par exemple, qui se pose des questions, il ne sait pas trop pourquoi on lui a prescrit tel truc, ou bon, puis le médecin n'a pas eu le temps de lui en parler. Et en plus, il prend déjà d'autres médicaments parce qu'un autre médecin lui a prescrit autre chose pour un autre problème. Est-ce qu'un patient peut arriver comme ça et dire, écoutez, moi, je veux une rencontre interprofessionnelle avec mon pharmacien et mes 4 médecins, mon oncologue, mon rhumatologue, mon dermatologue, etc., pour arriver à un consensus et je veux être présent. Est-ce qu'un patient peut faire ça? Tout à fait. Puis, je vous dirais... On n'a pas le droit de lui refuser, quoi. Ben, c'est pas sûr que tout le monde va se réunir autour de la même table, c'est un peu compliqué. Sur Zoom, peut-être. Mais une des choses que, personnellement, moi, j'observe dans ma pratique comme médecin de famille, c'est que souvent, le patient lui-même est le mieux placé pour faciliter la communication entre les professionnels de la santé. Moi, je reçois des informations comme médecin de famille par rapport à ce que des spécialistes ont fait, souvent par le patient, bien avant que je reçois plusieurs mois plus tard, un rapport de consultation, un rapport d'hospitalisation, etc. Donc, la communication entre les professionnels est énormément facilitée par le patient. D'accord. Alors, dirait-on finalement que le partenariat patient pourrait-il, d'après vous, remettre en question la science elle-même? Ben, c'est sûr que le partenariat avec les patients élargit le champ de qu'est-ce qui est une connaissance pertinente pour la santé. Donc, par exemple, dans le modèle, c'est sur l'intégration, la reconnaissance, par exemple, des savoirs issus de l'expérience vécue et de leurs valeurs comme source de connaissances complémentaires à la connaissance issue de démarches scientifiques, ben ça, c'est d'une certaine façon un élargissement des connaissances qui sont pertinentes pour informer la prise de décision. Donc, je dirais, il y a un élargissement, il y a une complémentarité. C'est important pour moi de bien distinguer quelles sont les forces et les limites de chacune de ces connaissances-là. Par exemple, on fait tous l'expérience que le Soleil tourne autour de la Terre, mais c'est faux. Donc, la science nous a appris à travers des observations patientes et longues que c'est le contraire. En même temps, on a fait des erreurs sur la base de connaissances scientifiques qu'on aurait pu vraiment éviter si on avait porté davantage attention à l'expérience vécue. Quand je vois un peu la réponse par exemple à la pandémie qu'on vient de vivre, si on avait porté davantage d'attention à l'expérience, par exemple, des préposés aux bénéficiaires, des patients, des proches aidants dans les milieux de soins pour aînés, peut-être qu'on aurait été capable de réagir un peu plus vite. Alors tout ça est vraiment passionnant, très intéressant et c'est vraiment motivant de savoir que les choses progressent et de façon humaine. Alors c'est tout le temps dont nous disposons, mais avant de nous quitter, Dr Boivin nous suggère tout simplement de donner en réponse cette phrase qui nous vient de Christina Starry, chercheur œuvrant au Royaume-Uni. Le partenariat patient est-il une science? C'était notre question de départ. Christina Starry nous dit: au début de n'importe quel projet de recherche, le chercheur ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Et à cette phrase, le Dr Boivin ajoute: ainsi, il est difficile de soupçonner l'impact de l'engagement des patients et du public avant d'avoir initié une réelle conversation avec eux. Alors, Dr Antoine Boivin, je vous remercie pour cet entretien. Partenaire à votre santé, à la technique Valérian Fournier, ici Dominique Lortie. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne semaine.